Maintenant la parole à Gata Atem. J'espère que je le prononce bien. Ganser. Alors, gynécologue obstétricienne, a fondé la Maison des femmes à Saint-Denis en 2016, une structure intégrée pour les femmes victimes de violences. Franco-libanaise, elle a étudié la médecine à Paris et est engagée dans la lutte contre les violences faites aux femmes, notamment l'excision. La doctoresse Gata Atem a exercé dans différentes maternités, notamment les Bluets et Saint-Denis. Elle coordonne le collectif We Start, qui accompagne la duplication des structures. Chère Gada, je vous laisse la parole. Merci beaucoup, merci de m'avoir invité à vous présenter la Maison des femmes de Saint-Denis. Alors, le titre qu'on m'a donné, c'est Prévention des féminicides. Il est évident que ça n'est pas aussi simple. Donc, je vais juste vous parler de ce que nous faisons sur le terrain et on espère que ça participe à cette prévention. Une diapo que j'ai rajoutée suite aux questions de ce matin, à la personne qui demandait qu'est-ce qu'on pouvait faire quand on était de la famille, des amis, je vous recommande, et c'est pas parce que j'ai écrit la préface, le livre de Lisa Serrero, Nos survivantes, parce que c'est justement le sujet qu'elle a voulu aborder. Que peut-on faire, et les conseils qu'on nous a donnés ce matin, ne jamais faire à la place, etc. Mais très très difficile de rester les bras ballants. Donc ça peut vous donner des pistes. Et puis à la personne qui se demandait pourquoi il fallait s'occuper des auteurs et pourquoi on nous ramenait tout le temps les auteurs dans la figure. Moi je pense qu'il faut absolument s'occuper des auteurs. Parce que si on ne le fait pas, en fait, on ne fait pas de prévention de la récidive. Et un auteur qui a passé 5 ans en prison en envoyant un SMS à sa femme tous les jours en lui disant « tu vas voir ta gueule quand je vais sortir », je suis pas sûre qu'on ait fait notre job. Donc je pense qu'il faut absolument soigner ces auteurs, les accompagner, parce qu'on n'a pas d'autre solution en fait. La prévention secondaire, c'est d'empêcher que le suicide n'arrive, mais si on arrive aussi à empêcher la récidive, je crois qu'on aura fait beaucoup de progrès. Voilà, c'était juste... Alors, moi, je suis gynéco et quelle est ma place? Ici, il y a beaucoup de féministes, de militantes, et moi, je suis arrivée dans la violence par un autre biais, qui est le biais de la santé. Il y a un travail qui a été fait en France sur justement la fréquence des violences, l'importance des morts d'enfants aussi, tués dans le cadre d'une violence conjugale. Et ce qui était absolument flagrant, c'est que un généraliste reçoit entre 2 et 3 femmes victimes de violences conjugales chaque jour dans son cabinet. Il reçoit parfois l'auteur aussi. Sensibilisation aux auteurs, qui est le mari de cette femme. Et ce que cette étude de la Fabrique Spinoza a montré, c'est que 3 médecins sur 4 ignoraient totalement que leur patiente était victime de violences et que son gentil mari était l'auteur des violences. Donc ça, c'est quand même quelque chose qui est extrêmement important. Et je pense que les médecins ont un rôle essentiel dans la prévention, parce qu'ils sont souvent le premier interlocuteur de la patiente. Et je mets aussi les sages-femmes, puisque en tant que gynéco, je travaille avec des sages-femmes. Et puis que c'est un coordonnateur idéal. Il va accompagner cette personne, peut-être sur plusieurs années de sa vie. Donc, il va pouvoir aussi faire de la pédagogie, tout un tas de choses. On sait que la violence, c'est un problème de santé publique, qu'il y a une perte de 4 années de vie, parfois, que ça a un coût astronomique. Errance médicale, examens complémentaires répétés, traitements qui n'ont rien à voir avec le problème, arrêt de travail, hospitalisation, prise en charge des enfants, j'en passe et des meilleurs. Et donc, il est absolument essentiel d'offrir aux médecins une formation continue pour qu'ils sachent repérer et accompagner. Et il est aussi tout aussi important de travailler en réseau et de jamais travailler seul, parce que ce sont des situations compliquées, longues, et qui nécessitent des compétences très différentes. Ce qui est important, puisque j'ai essayé de rester concentrée sur la question du féminicide, ce qui est important pour un médecin, c'est de se dire est-ce que cette femme est en danger? Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement difficile pour nous, parce que effectivement, ce qui serait horrible pour un médecin, c'est de laisser sortir sa patiente du cabinet avec des bonnes paroles bien rassurantes et d'apprendre le lendemain matin par les journaux qu'en fait,
elle a été tuée dans la nuit. C'est assez insupportable. C'est comme de dire qu'un patient peut quitter la réanimation parce qu'il va bien et s'apercevoir qu'il est mort dans la nuit. Donc, la Haute Autorité de Santé, qui en France est l'organe qui donne des recommandations sur plein de sujets de santé, a identifié 4 éléments de gravité, puis il y en a plein d'autres. La fragilité de la victime, bien sûr. Alors, l'état de grossesse, on en reparlera. Le fait d'être isolé, le fait d'être en situation de handicap. Les personnes handicapées ont 5 fois plus de risques de subir de la violence que les autres, y compris sexuelle. Le fait d'être dans un état de dépression assez important. Le fait que les actes de violence subis à la maison soient particulièrement graves, on y reviendra. Le fait que l'agresseur ait l'air plutôt assez dangereux. Il a déjà menacé de mort, il a déjà essayé de tuer. Par exemple, le fait d'avoir subi une tentative de strangulation, vous risquez 4 fois plus fréquemment de mourir de vraie strangulation qui est allée jusqu'au bout. Le fait qu'il y ait des armes au domicile, bien sûr, et à ce titre, vigilance par exemple pour les forces de l'ordre. Les gendarmes qui ont une arme à la maison vont tuer très facilement leur compagne, ils sont ce qu'il faut. Et le fait qu'il y ait des enfants au foyer, ça c'est un élément de gravité aussi extrêmement important, parce qu'on sait aujourd'hui, on ne parle plus d'enfants témoins de violence, mais d'enfants co-victimes de violence, même si l'auteur des violences n'a pas levé la main sur eux. Alors il y a des travaux qui ont montré aussi qu'il y avait des situations encore plus identifiées d'être à risque de féminicide. Si la femme vous dit « oui, j'ai peur de mourir », ça c'est quelque chose qu'il faut prendre en considération de manière extrêmement forte. Si les violences ont été crescendo ces derniers temps, si le conjoint consomme des drogues, parce que effectivement, et même de l'alcool, c'est très désinhibant, et parfois ces actes ultimes sont commis à l'occasion d'une consommation excessive. Si le conjoint menace de se suicider, alors ça c'est quelque chose qu'on retrouve très souvent, c'est le chantage au suicide, si tu t'en vas, je me tue, si tu t'en vas, tu auras ma mort sur la conscience, etc. En général, il se tue pas, ou alors après l'avoir tué elle. Le fait que le conjoint ait été déjà condamné. Le problème, c'est que les femmes sont trop naïves et trop confiantes. Et lorsqu'elles rencontrent un homme qui va les inonder d'amour, comme disent les anglo-saxons, les love bombing, eh bien, elles vont avoir l'impression d'être une princesse. Personne ne les a jamais aimées comme ça. Personne ne leur a donné autant d'importance. C'est très renarcissisant, surtout quand on a quelques failles. Et le problème, c'est que elles vont croire tout ce qu'il leur dit. C'est-à-dire, ma copine d'avant, mais c'était une garce finie. Et d'ailleurs, elle refuse que je voie les enfants. Tu te rends compte quelle salope. Et elle va le croire, bien sûr. L'autre, c'était une salope, ce qu'elle n'est pas, elle. Et on s'aperçoit parfois qu'en fait, cet homme avait été condamné 1 fois, 2 fois, 3 fois, avec toutes ses anciennes compagnes. Et j'ai une amie qui dit, elle devrait faire un club des ex, parce que si les ex se parlaient entre elles, eh ben, elle saurait qu'en fait, cet homme ne fait que récidiver éternellement la violence qui lui est consubstantielle. L'accès à une arme à feu, évidemment, on l'a déjà dit. Le chômage ou l'inactivité. Le chômage, c'est quand même une situation qui peut être assez humiliante. Et les hommes qui ont du mal à gérer leur intelligence émotionnelle, ça peut les mettre dans une frustration telle que la violence va arriver dans la foulée. La grossesse. Alors la grossesse, on sait aujourd'hui que la plupart des violences physiques arrivent au premier trimestre de la grossesse. Les violences physiques n'arrivent jamais de nulle part. Il n'y a pas de couple qui vivait une parfaite histoire d'amour et bam, elle est enceinte et bam, il la cogne. Avant, il y a toujours eu des violences psychologiques, de l'humiliation, de la contrainte, de la coercition. Aucun coup, souvent. Mais lorsque l'enfant est là, c'est comme si cet enfant, enfin, ou arrive, ou menace d'arriver, représente une menace pour le partenaire. Il a très peur qu'il ne sera plus le centre d'intérêt absolu de cette femme. Il a aussi très peur parce qu'elle va rencontrer des gens, elle va rencontrer des soignants, elle va peut-être parler. Et ça, c'est terrible. Et en tant que gynéco,
et sages-femmes, on a l'habitude, on les voit arriver avec leurs gros sabots, ces mecs-là. Ils arrivent en consultation avec leur femme, et puis elle a jamais la possibilité de parler. Ils connaissent la date des règles, ils savent si elle a des contractions, si elle a mal ou pas, si elle a la nausée. Et ils sont là tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc, au début, quand on est un peu naïf, on se dit oh, qu'est-ce qu'il a l'air concerné par la grossesse de sa femme. Moi, je suis tombée dans le panneau. Hein. C'est formidable. Mon mari ne m'a jamais accompagnée à aucune consultation. Vraiment, elle a de la chance. Et puis, rapidement, on se sent, enfin, on sent le malaise. Et donc, moi, j'ai pris l'habitude, après qu'il m'ait raconté tout ce qu'il avait à me raconter, de lui dire bon, maintenant, il faut que je l'examine. Je sais que vous la connaissez par cœur, mais je préférais que vous sortiez quand même. Et c'est le moment où on peut dire à la femme, bon, est-ce que vous avez quelque chose à me raconter? Parce que moi, j'ai besoin que vous me parliez. Je n'ai pas besoin que lui vienne me raconter votre vie. Et c'est un moment de dépistage des violences. Et ce qui est intéressant, c'est qu'un tiers des demandes d'avortement, notamment hors délai, sont motivées par de la violence survenue au premier trimestre de la grossesse. Ça peut être une grossesse désirée par le couple. Et puis, les violences arrivent, elles sont de plus en plus fortes. Et là, la femme se dit, et vraiment, elle fait très bien de se le dire, je vais peut-être pas lier ma vie éternellement à cet homme. Parce que cette femme, elle comprend que si elle a un enfant avec cet homme, elle est foutue. Parce que toute sa vie, elle va devoir être en lien avec lui au travers de cet enfant. Et l'enfant est le meilleur atout pour les agresseurs. Parce que il va falloir le lui amener pour le week-end, et donc excellent moment pour la taper. Ou bien, beaucoup de féminicides ont lieu au moment du passage de bras. Je te le donne, tu me le ramènes. Et tout ce qu'on peut faire aussi, je viens pas le chercher à l'heure, je vais pas te le ramener ce week-end, etc., etc. C'est une forme de pression terrible. Et puis aussi, les hommes utilisent les enfants. Ta mère ne veut pas me donner son numéro de téléphone, elle a changé. Est-ce qu'elle sort avec un mec? Est-ce que tu veux pas me raconter? C'est l'enfer. Donc ces femmes font très bien d'avorter. Et donc c'est intéressant, on a un centre de planification familiale et c'est des choses qu'on revoit très régulièrement. Le fait d'avoir commis des viols conjugaux, ça n'existe pas d'être un homme adorable et de violer sa femme quand on en a envie. Donc en général, et ça c'est intéressant parce que le viol conjugal c'est super difficile à prouver. Peut-être que mardi, vous aviez envie de faire l'amour avec votre mari, mais mercredi, pas du tout. Et si jeudi, vous allez dans un centre pour avoir un prélèvement dans le vagin, on va trouver du sperme. Est-ce qu'il était là depuis mardi ou depuis mercredi? Je ne sais pas. Et donc, par contre, si cet homme a une habitude de violence physique, psychique, administrative ou autre, le viol conjugal devient très vraisemblable. Donc c'est un faisceau de preuves, mais le viol conjugal, c'est extrêmement intéressant. Et c'est aussi pour nous une façon d'expliciter aux femmes, par exemple, vous leur dites, est-ce que vous avez subi des violences sexuelles? La femme vous dit, non, je vois pas, je crois pas. Et donc, vous reformulez, quand monsieur a très, très, très envie de faire l'amour et vous pas du tout envie de faire l'amour, qu'est-ce qui se passe? Et là, elle répond, on fait l'amour. C'est mon mari, il a des besoins et j'ai un devoir. Et quand on reformule, alors comment ça s'appelle quand quelqu'un impose à quelqu'un d'autre de faire l'amour? Et là, on voit une petite lumière, elles disent un viol et elles y croient pas elles-mêmes. Parce qu'elles peuvent pas se dire, ça fait 20 ans en fait qu'il me viole. Et donc, c'est très, très intéressant le viol conjugal. Et puis, autre situation à risque, maltraitance sur les enfants. Un homme qui va maltraiter ses enfants physiquement, psychiquement, sexuellement, un des trois ou les trois, c'est un homme qui probablement n'aura pas de limite et qui pourra passer à l'acte. Donc, toutes ces situations, quand les patients nous le racontent, doivent nous alerter et faire allumer une petite lanterne rouge. Il y a, les policiers ont établi, vous avez le lien, des grilles d'évaluation du danger aussi, avec, ils ont, je sais plus, 45 questions très précises, qui ressemblent un peu à celles que je vous ai dites. Et ça, c'est utile parce qu'aujourd'hui, ils sont obligés de faire passer ce questionnaire aux femmes qui viennent déposer plainte. Et ça évite, en fait, qu'ils sous-traitent le sujet ou qu'ils passent rapidement dessus. Dans les situations à risque, j'ai oublié de vous parler d'une situation, c'est les épidémies, les pandémies. On l'a vu pendant la pandémie de Covid et les violences ont augmenté de 30% partout dans le monde. En Chine, en Italie, en France et probablement en Belgique, j'ai pas regardé. Ce qui est intéressant, c'est qu'en France, le taux de féminicide a diminué cette année-là.
Et donc, le gouvernement de se dire, voilà, ma politique hyper efficace, on a réduit les féminicides. Malheureusement, l'année d'après, c'était reparti à la hausse. Et en fait, c'est très simple, c'est-à-dire que la plupart du temps, c'est quand elle s'en va. Or, pendant le confinement, personne ne pouvait aller nulle part. Et donc, les violences ont augmenté, les féminicides ont diminué. Et puis, une fois que tout le monde a pu sortir, c'est reparti comme en 14. Donc voilà, c'est extrêmement important de pouvoir évaluer le danger. Malheureusement, on n'a aucun questionnaire qui puisse dire elle peut rentrer chez elle ou surtout pas qu'elle rentre chez elle. Donc on est obligé de faire avec l'expertise, avec aussi le partage d'informations. Alors la Haute Autorité de Santé a publié des travaux sur le dépistage des violences, et c'est pas parce que c'est moi qui ai fait la promo, mais c'est quand même, lisez leurs recommandations, elles sont très pertinentes. Et en fait, ils recommandent d'intégrer cette question systématiquement à tout questionnement médical. Parce que ça augmente de 60% le repérage des situations de violence, et que, en fait, pour nous, c'est aussi important que de savoir si elle se drogue, si elle fume, si tous ses parents sont diabétiques et si tout le monde dans la famille meurt d'un cancer du sein. C'est un antécédent essentiel. Parce que sinon, on va traiter mal cette personne, on va pas apporter les bonnes réponses. Et il y a tout un tas de choses aussi à faire. Par exemple, mettre dans son cabinet des brochures qui montrent que on s'intéresse à la violence, qu'on travaille avec des associations, et puis garantir la confidentialité. Toujours faire sortir le conjoint à un moment ou à un autre. Il faut se débrouiller, mais il faut pas qu'il soit là. Il faut que la femme se sente accueillie, entendue. On n'est pas pressé, on a le temps. Et puis voilà, il faut l'intégrer avec sa pratique. Et il y a plein de questions. Comment vous sentez à la maison? Comment votre conjoint se comporte? Est-ce que vous avez peur de lui? Est-ce que vous avez peur pour vos enfants? Est-ce que vous avez déjà subi des choses qui vous ont fait du mal? Moi, je demande souvent, est-ce que vous avez une enfance heureuse? Parce que c'est très anodin, ça part de très loin. Et très, très souvent, mes parents ont divorcé, nanana, je me suis fait harceler à l'école. Et le jardinier m'a fait des attouchements et je l'ai dit à ma mère et qui m'a dit que c'était pas grave. Avec des dames de 80 ans, je recueille des histoires absolument pas possibles. Et c'est important qu'on soit à l'aise avec ça parce qu'il y a beaucoup de médecins qui disent oui, mais alors elle va se mettre à pleurer. Eh ben oui, et alors tu mets des Kleenex. Ou alors elle va se suicider parce que je lui ai rappelé des trucs tristes. Ben non. Les travaux ont montré qu'aucune femme ne se suicide en sortant de chez son médecin qui lui a posé des questions sur la violence. Et c'est vrai. Et puis aussi, comment je vais faire? J'ai 40 personnes dans ma salle d'attente. Et donc, il y a des façons de faire. Effectivement, on ne peut pas se permettre à chaque fois de rester 2 heures avec quelqu'un. Parfois, il le faut, on le fait. Mais il faut avoir l'habitude, pouvoir proposer des associations, d'appeler la police, peu importe. Il faut pouvoir offrir des réponses et puis il faut revoir les gens. C'est redonner un rendez-vous 2-3 jours après. Si on ne peut pas passer de 2 heures avec cette patiente, c'est pas grave. Elle a pu déposer son paquet, elle sait que ça vous intéresse, elle sait que vous ne la jugez pas, et elle sait qu'elle va pouvoir revenir vous parler. Il y a des outils sur l'Observatoire des violences, notamment un film qui montre la consultation d'un médecin, qui en 10 minutes, alors évidemment c'est un film, c'est une fiction, mais on peut assez vite aboutir à une révélation de violence quand c'est compliqué. Je vous recommande le site de Sarah Barouk, les 125 et après. Sarah Barouk, c'est une nana comme vous et moi, j'ai envie de dire, conférencière, autrice, fait du cinéma, elle écrit des bouquins. Elle a vécu une histoire de violence avec un homme bien sous tout rapport, absolument surréaliste, avec bras cassés, séquestration, interdiction d'aller faire pipi la nuit parce que ça le réveille. Donc elle faisait pipi dans son saladier. C'est effarant. Et elle a écrit un test assez long, mais qui est très intéressant parce que c'est des questions très concrètes. Et quand les femmes lisent et se disent « Ah ben oui, mais en fait, moi aussi, je vis ça », et elles font ce chemin, et je trouve son test très pertinent. Il est accessible sur son site et vous pourrez le voir. Donc voilà un petit peu le paysage global autour de ces violences parfois extrêmes. Et moi, je vais juste vous raconter deux petites histoires qui me sont arrivées et qui montrent combien c'est important de poser les questions. Mais c'était avant que je ne pose les questions. Je suivais une femme qui était enceinte et qui voulait, à chaque fois que je la voyais, elle me disait « je veux une césarienne ».
Et moi, je disais, mais non, enfin, ça va pas, c'est dangereux, c'est une opération. Le bébé a la tête en bas, vous avez un bon bassin, blablabla. Je veux une césarienne, je veux une césarienne. Je dis, mais pourquoi vous voulez une césarienne? Je comprends pas. Et là, elle me dit, mon père m'a violée de 4 ans à 12 ans et rien de bon ne peut sortir de là. Ah, donc, j'ai fait une césarienne. Et je n'en menais pas large. Et quelques temps après, je faisais de la stérilité aussi. Je reçois un couple charmant. On n'arrive pas à avoir d'enfants, c'est 3 ans qu'on est mariés. Ok, on va faire des bilans. Je fais tout un tas de bilans, tout est normal. J'oublie, acte manqué, de leur demander comment ça va la sexualité. Ça fait partie de l'interrogatoire dans la stérilité. Et donc je les reçois pour leur dire, bah, c'est super, tout est normal, bon bah voilà, patientez. Et puis je dis, ah, j'ai oublié de vous parler d'un truc. Alors les rapports, c'est toutes les semaines, tous les mois. Et là le mec blêmi me dit, on n'a pas de rapport. J'ai été violée par mon papa et elle par son grand frère et on n'a pas de rapport. Voilà, donc vous voyez de l'intérêt de poser des questions en amont parce que on découvre des trucs. Ou alors, je pense encore à une femme qui était arrivée avec un caddie plein de, je sais pas quoi, d'échographies, de scanners, d'IRM, et qui venait me dire, oh, j'ai encore mal au ventre, docteur, prescrivez-moi un scanner. Je sors la pile, je dis, mais vous en avez eu 20, il n'y a rien. Je ne vais pas vous faire un 21e scanner. Et là, comme je commençais à être un peu éduquée, je dis, et comment ça va à la maison? Et là, elle me balance 30 ans de violence conjugale abominable. Je dis, oui, bon, on va pas faire un scanner, on va aller voir un psychologue. Et je l'ai revue 2 mois après, métamorphosée. Et ça fait plaisir, en fait. Ça coûte rien. Et ça rend service aux gens. Donc, tout ça m'amène à vous parler. Je regarde si j'ai encore un peu de temps. De cette structure donc que j'ai imaginée suite à un petit peu tout ça et qui s'appelle la Maison des Femmes. Alors qu'est-ce que c'est la Maison des Femmes? C'est un lieu de consultation, c'est pas du tout un endroit où on dort, contrairement au nom maison, que nous avons ouvert après plein de pérégrinations, de difficultés à trouver de l'argent, à convaincre les tutelles, en 2016. Et en 2017, déjà, on était trop petits. Et il a fallu relever des fonds et reconstruire une extension. Ce qui est mignon dans notre histoire, c'est que les premières personnes qui sont venues nous voir, c'est des Belges. C'est le CHU Saint-Pierre et qui ont ouvert la première petite sœur, qui est le 320 rue Haute, où est hébergé le premier centre, le CPVS. Voilà. Donc, on travaille énormément avec nos cousins belges et c'est super. Donc, c'est un endroit qui faisait 250 mètres carrés, puis maintenant le double, où il y a une 60aine de personnes du monde soignant qui interviennent. On accueille entre 50 et 80 femmes par jour et donc on a une file active de 4500 femmes par an et on fait à peu près 14 000 consultations par an. On a imaginé donc 3 parcours de soins qui ont à voir avec la violence. Les mutilations sexuelles, bien sûr. Les mutilations sexuelles, c'est une agression sexuelle faite sur enfant, tout simplement. Parce que je suis dans un département de migration et on a 14% de femmes excisées qui accouchent dans notre maternité. Il y a 4700 naissances. Enfin, à l'époque où j'ai fait ce travail, il y avait 4700 naissances dans la maternité, donc ça fait beaucoup, beaucoup de gens. Et donc, on s'est dit, il faut qu'on leur propose un parcours de soins. Donc, on s'est formé. Accompagnement psychologique, sexologique, réparation chirurgicale. Et donc, on accueille énormément de femmes victimes et on fait une centaine d'interventions de réparation chirurgicale par an. On opère moins du tiers des femmes parce que on essaie de les accompagner autrement. Elles n'ont pas toutes besoin d'être opérées. Ensuite, il y a le parcours violence conjugale, sexuelle, inceste, etc. Et qui là repose encore sur un accompagnement pluridisciplinaire de soignants référents, médecins ou sages-femmes, et puis ensuite psychologues, psychiatres, sexologues, travailleurs sociaux, et plein d'autres choses que je vous présenterai. Et puis ce fameux planning familial qui donc fait comme tous les centres de planification familiale de l'avortement, de la contraception, du dépistage des maladies sexuellement transmissibles. Mais on a aussi une petite spécificité, c'est qu'on reçoit presque de tout le département les femmes qui veulent avorter hors délai.
parce qu'il y a une loi en France qui permet de le faire dans des conditions très précises. Et 90% de ces demandes hors délai sont motivées par de la violence. Et c'est absolument terrible. Ça peut être des familles très maltraitantes, des gamines qui n'ont pas pu dire à leurs parents « je suis enceinte » parce que ça voulait dire que j'ai eu des rapports sexuels, or tu m'as interdit d'avoir des rapports sexuels parce que chez nous ça se fait pas, et donc qui attendent en espérant que ça va se résorber tout seul. Et puis un jour leur maman leur dit « t'aurais pas pris des seins ma chérie ?» et les traîne par les pieds faire un test de grossesse. Donc voilà, ce sont que des situations comme ça extrêmement douloureuses et violentes que nous accompagnons, et nous faisons beaucoup d'interventions scolaires parce que la prévention c'est aussi un peu mon dada, et que si on ne va pas à l'école, on en a parlé ce matin, écouter tous ces gamins qui nous racontent des horreurs sur les stéréotypes de genre, et qu'on prend un peu le temps de leur faire un pas de côté et de considérer la vie un peu autrement, ce serait dommage de ne pas le faire. Alors, grâce à nos amis belges, nous avons créé aussi cette unité Coralis, qui est l'équivalent du CPVS, qui permet d'accueillir donc 24 heures sur 24 des femmes victimes de violences sexuelles, avec un accueil infirmier, et puis un médecin qui vient, parce qu'on n'a pas d'infirmière légiste, nous, ça n'existe pas en France. Eh bien, on leur fait la même chose, un bilan médical, des certificats, des prélèvements, même si elles veulent pas déposer plainte. Si elles veulent déposer plainte, on appelle un policier. Et si elles veulent pas, on congèle tout. On leur dit qu'elles ont 3 ans pour changer d'avis. Et là, elles peuvent prendre une douche, se reposer, être hospitalisées si besoin, prendre un taxi pour rentrer à la maison. C'est très important parce qu'il y a plein de choses que les victimes ne savent pas. Par exemple, ne pas se laver. C'est insupportable après un viol. On a envie de se décrasser, de se frotter avec la paille de fer. C'est surtout pas ça qu'il faut faire. Changer d'habit, les jeter, les laver, c'est surtout pas ça qu'il faut faire. Il faut les mettre dans un sac, en papier, pas en plastique, parce que le plastique détruit l'ADN. Donc plein de choses en fait qui aident les victimes et qu'il faut absolument transmettre. Et puis, comme on reçoit beaucoup de femmes avec des enfants, et que parfois on voit bien que les enfants vont très mal, on a mis en place une petite consultation d'évaluation avec une pédiatre et une pédopsychologue pour voir si ces enfants-là étaient vraiment en danger, s'il fallait signaler au procureur ou pas. Et puis on a cette crèche qui a été équipée par Ikea, où les mamans qui viennent pour parler des horreurs qu'elles subissent peuvent déposer leurs enfants et aller être prises en charge. On a des groupes de parole, bien sûr. Non, je vais vous les passer. On a des ateliers, parce que c'est vraiment une prise en charge très complète. C'est le corps qui a été abîmé souvent, donc il faut agir sur le corps. Notamment, on a le fameux atelier de karaté développé par Laurence Fischer, qui est, comment ça s'appelle, triple championne du monde de karaté, et qui a créé Fight for Dignity, une association qui fait que chaque fois qu'une maison des femmes ouvre, elle apporte un cours de karaté avec des karatékas femmes locales qu'elle recrute et qu'elle forme. C'est pas un karaté pour casser la gueule de son mari, parce qu'on n'y arrivera pas. C'est un karaté pour prendre confiance en soi, pour prendre conscience de son périnée, qui est souvent la partie du corps qui a été agressée, et pour être mieux ancré dans le sol. Et puis aussi, tous ces ateliers ont un intérêt très fort de sortir de l'isolement et de reprendre confiance en soi, que ce soit par le yoga, par l'art-thérapie, par le jardinage ou par le théâtre. On a des équipes qui assurent des permanences, donc ça, c'est pas les 60 professionnels, c'est des bénévoles, permanence juridique, avocats et juristes qui peuvent aider les femmes à monter leur dossier, que ça peut être droit de la famille, ça peut être le pénal, ça peut être droit des étrangers. On a une permanence administrative pour aider les femmes à faire leurs papiers, ou à refaire un CV, ou à comprendre que leur mari lit leur mail sans qu'elles le sachent, a mis un tracker espion dans leur téléphone, a dérouté leur salaire ou la caisse d'allocation familiale. Donc ça, c'est quand même extrêmement utile. Et puis une petite équipe retour à l'emploi. Toujours grâce à nos amis belges, j'avais rencontré le chef de la police belge quand j'étais venue à un dîner de gala du CHU, et qui m'avait expliqué que lui, il avait justement, dans la perspective de ces CPVS, formé ses équipes à l'accueil des victimes, et que parce qu'il voulait qu'elles aillent prendre les plaintes au CPVS. Et donc moi, quand je suis rentrée à Paris, à Saint-Denis, je suis allée voir le commissaire. Je lui ai dit, voilà, ils font ça, les Belges, quand même vachement bien, on pourrait s'en inspirer. Et donc, comment il s'appelle, Strosser voilà. Et ben, je l'invite à venir rencontrer mon commissaire. Ils s'entendent bien.
Et on monte une formation un peu inspirée de celle-là. Et ces policiers-là, donc reformés, parce qu'ils sont supposés avoir été formés, viennent prendre les plaintes tous les mercredis à la Maison des Femmes. Les plaintes de nos patientes. C'est pas une femme qui, dans la rue, on lui a volé son sac, ne vient pas déposer plainte là. Mais les patientes qu'on connaît, qu'on a pu convaincre de déposer plainte, elles vont là et c'est bien parce qu'elles se sentent en sécurité, parce qu'elles savent que c'est des flics qui ont été formés et qu'on est là. De toute façon, on est dans la pièce à côté, que si une juriste veut venir, elle vient avec elle, etc. Ça marche très très bien. Et puis, bah, évidemment, je vous l'ai dit, c'est important pour nous. On fait de la prévention, de l'éducation, on va dans les lycées, mais on reçoit aussi le groupe des femmes turques, le groupe des femmes je sais pas quoi, l'association d'à côté. Et on essaye vraiment de donner des outils. Et vous le savez aussi, l'hébergement, c'est vraiment compliqué. C'est pas notre métier, c'est beaucoup trop compliqué. Mais moi, je suis quand même très sensibilisée aux adolescentes. Et j'avais envie, là, de faire un truc spécifique. Donc, on a ouvert un foyer, 18-25 ans sans enfants, 35 places. Parce que on fait le pari qu'avec un bel accompagnement socio-éducatif, ces gamines qui sont toutes victimes de violences, et parfois de multiples violences, qui ont vécu en foyer, qui sont des mineurs isolés étrangers, arrivés au bout de l'aide sociale à l'enfance, on fait le pari qu'elles vont pouvoir retourner à l'école, avoir leur bac, passer un CAP, trouver un boulot, apprendre à gérer un budget. Donc, voilà un petit peu ce qui se passe à la Maison des Femmes. Et j'ai essayé de vous résumer, en fait, nos missions. On en a parlé, c'est déjà permettre aux victimes, parce que les femmes, elles viennent, elles disent « je vais pas bien, je subis des trucs, mais je sais pas trop ». Prendre conscience que ce qu'elles vivent, c'est vraiment de la violence. Mettre des mots, parce que c'est pas toujours évident. Ça prend du temps, c'est ce qu'on appelle la psychoéducation. Et c'est un travail de longue haleine. Il faut parfois 1 an avant que la femme se dise « oui, c'est vrai, il va pas changer, je vis vraiment de la violence, il faudrait peut-être que je dépose plainte et que je m'occupe de mettre mes enfants à l'abri ». Et puis, on va contrer la stratégie de l'agresseur. La stratégie de l'agresseur, vous la connaissez, choisir, séduire, isoler, dévaloriser, humilier, renverser la responsabilité, assurer son impunité. Nous, on est là, on rassure, on les sort de l'isolement, on les revalorise, on essaie de lutter contre la peur et l'insécurité, et on essaie aussi de leur donner un accompagnement juridique et judiciaire. On rédige des certificats, très important, même si elle veut pas déposer plainte, faire un certificat. On va peut-être l'avoir 8 fois dans l'année. Et si on a 8 certificats qui à chaque fois décrivent des blessures, le jour où elle se décidera à déposer plainte, même 20 ans après, les certificats sont dans l'ordinateur, on les lui donne. Parce que les policiers, des fois, ils disent « oui, mais madame, ça fait 20 ans qu'il vous bat, mais qu'est-ce que j'en sais, moi ?» Et donc, le fait d'avoir tout un historique de certificats extrêmement utile, il faut souvent pas leur donner parce qu'ils les fouillent, mais dans le dossier informatisé, il n'y a aucun problème. Signaler, ça fait aussi partie de nos missions. Évaluer la situation et protéger les enfants, mettre ces victimes en lien avec la police, la justice, mobiliser les outils de protection, je vous en reparlerai, et orienter vers des associations. Donc, le certificat médical fondamental, c'est la preuve ultime. Et il y a plein de modèles, je ne sais pas comment c'est en Belgique, mais nous, on a 2 modèles, le Conseil de l'ordre, des médecins, des sages-femmes, tout le monde a son petit modèle. Signaler. Signaler, c'est une responsabilité. On est obligé de signaler. Notamment pour les enfants, protection de l'enfance. Et puis, toutes les personnes vulnérables. Donc là, vous l'avez vu, c'est le handicap, c'est la grossesse, c'est le grand âge. Et puis, on va passer, parce que c'est des lois françaises. Depuis 2020 ou 2021, la loi a changé. Jusque-là, on n'avait pas le droit, nous les médecins, de signaler si la personne ne voulait pas. C'était le respect du secret professionnel, c'était le respect du lien sacré qui unit le patient à son soignant. Et c'est vrai que c'est important parce que si les gens ne peuvent plus nous faire confiance, s'ils se disent si je lui raconte des trucs, elle va aller le dire à la police, je peux pas faire confiance à ce médecin, je raconterai plus jamais rien, c'est quand même dommage. Et en même temps, on est parfois très mal à l'aise. On a peur pour nos patientes. Et donc, le Conseil de l'ordre a publié des nouvelles recommandations. Si, et seulement si, on pense qu'elle va mourir en sortant de notre cabinet. Donc, il faut déjà en être sûr. Elle est sous emprise. Il faut pouvoir le prouver. Et qu'on a essayé par tous les moyens qu'elle soit d'accord et qu'elle l'est toujours pas, on a le droit de signaler. Et le signalement, ça se fait auprès du procureur de la République qui est supposé réagir très vite quand il y a une situation de danger avéré.
Évidemment, les médecins n'étaient pas très à l'aise pour toutes les raisons que je vous ai dites. Et puis, ils avaient peur de deux choses. Est-ce que si je signale pas et qu'elle meurt, est-ce qu'on va me foutre en prison parce que j'ai pas fait mon boulot? Est-ce que si je signale et que le mari prouve qu'en fait elle n'était pas en danger, est-ce que je vais pas être condamnée par le Conseil de l'ordre? Donc le Conseil de l'ordre a dit vous serez pas condamné ni dans un sens ni dans l'autre, signalez. Ça nous pose toujours question et on le fait en général après une concertation en équipe parce que on n'est pas toujours, enfin parfois c'est évident. Il a une arme, il a essayé de l'étrangler, je sais pas quoi. En fait, c'est pas seulement signaler qu'il faut faire, c'est appeler les flics. Et puis parfois, c'est pas évident et ça nous pose plein d'états d'âme. Juste en France, quelques mots sur les protections qu'on a. Donc, il y a le 3919, il y a l'ordonnance de protection. Donc, nous, nos avocats et nos juristes peuvent aider les femmes à demander l'ordonnance de protection. Elles sont pas obligées d'avoir déposé plainte. Et il faut juste qu'il y ait une situation de danger. Oui, j'ai fini. Et qu'il y ait une situation de danger avérée. Et l'ordonnance de protection, elle est donnée pour 6 mois, elle est renouvelable, mais elle dit qu'en fait, cet homme n'a pas le droit de s'approcher de cette femme. Et si cet homme s'approche de cette femme, à ce moment-là, il enfreint cette ordonnance de protection et il est condamnable. Le téléphone grave danger, qui permet de géolocaliser la victime, qu'on donne aux victimes quand elles sont gravement menacées. Le problème que moi j'y vois, c'est que en fait, elle est responsable de sa sécurité. C'est si elle voit son mari, son ex dans la foule, il faut qu'elle active son téléphone. Si elle n'a pas bien vu, bah c'est sa faute. Je trouve pas ça très confortable, mais ça a sauvé quelques situations. On le donne notamment aux hommes qui sortent de prison. C'est vous dire combien on est confiant dans ce qui se passe en prison, parce qu'on sait qu'en sortant de prison, c'est hyper dangereux et que là, il va essayer de la trouver et de la tuer à ce moment-là. Le bracelet anti-rapprochement, on s'est inspiré des Espagnols. Bon, apparemment, c'est pas non plus 100% efficace. Il y en a qui l'arrachent. Et puis c'est compliqué, notamment dans une ville comme Paris, où le métro passe parfois sous l'appartement de la dame et ça sonne. Et voilà, on n'y avait pas pensé. L'éloignement du conjoint violent, ça c'est important et c'est, je trouve, symboliquement important parce que aujourd'hui, une femme qui part de chez elle, tellement c'est horrible, avec ses 3 enfants, si ça se trouve, elle vivait dans 150 mètres carrés, terrasse, en centre-ville, on lui trouve une place dans un hôtel pourri avec des punaises, une chambre de 15 mètres carrés avec ses 3 enfants. D'abord, c'est pas une vie. Et ensuite, qu'est-ce qu'ils disent les enfants? Ah ben moi, ma PlayStation, elle est chez papa, et puis chez papa, j'avais ma chambre, et nanana, et je rentre chez papa. Donc, il vaut mieux sortir le conjoint violent. Et c'est pas toujours facile, mais aujourd'hui, on tend à le faire. Et puis, les CPCA, les centres de prise en charge des auteurs, franchement, il faut le faire parce que sinon, ça va recommencer éternellement, on va jamais s'en sortir. Donc voilà, ce sont des choses qu'on peut mettre à la disposition des victimes dans l'espoir d'éviter le pire qui reste, bien sûr, le féminicide. Bon voilà, j'ai été un peu vite, mais c'était juste pour vous donner une idée. Aujourd'hui, ce qui fait notre plus grande fierté, c'est que de cette petite idée que nous avons expérimentée à Saint-Denis, après nos amis belges, que nous aimons beaucoup, sont arrivés tout un tas d'autres médecins français qui disaient « Moi aussi, je veux faire la même chose dans mon hôpital, est-ce que tu peux m'aider ?» Et donc, nous avons créé ce collectif Restart. Vous voyez, aujourd'hui, alors on l'a fait pour la Saint-Valentin en forme de cœur, mais toutes les nouvelles structures, donc que ce soit à Marseille, à Rennes, à Tours, à Avignon, à Toulouse, etc., qui font la même chose dans leur hôpital. Et ce qui est intéressant, c'est que quand ils ont des services de pédiatrie, ils accolent, en France, on a les UAPED, unités d'accueil pour l'enfance en danger. Et donc, UAPED et Maison des femmes, ça fonctionne très bien ensemble, parce que souvent, c'est le même problème. Et moi, je suis absolument ravie que ce concept s'épanouisse. Merci beaucoup.